9h, Dimitri Pavlenko. 9h moins le quart, elle fut finalement calme cette rentrée sur le plan social. Qu'en sera-t-il cet automne? Demain, CGT, la FSU, les profs, et Solidaire appellent à la grève générale et nationale toute la journée pour le pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites. Tiens, petite info pratique, si vous voulez voir si votre train sera là, c'est lagrève.fr. Je crois que c'est pas ce site, il y a toutes les infos, c'est centralisé, c'est pas mal. Alors les retraites, voilà, c'est finalement le sujet choisi par Emmanuel Macron en ce début de second mandat pour prouver qu'il est toujours capable de réformer. Grande réunion ce soir à l'Elysée. Pourquoi ce choix d'attaquer le nouveau quinquennat par les retraites? Sujet clivant, pour emprunter un mot à la mode. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et Louis Osalter avec nous. Bonjour Dimitri. Journaliste politique à Marianne. Pourquoi les retraites? Tiens, mais oui, pourquoi? Alors, on va vous dire oui, parce que c'était une promesse, pardonnez-moi, du candidat Macron. Mais dans le contexte de cette rentrée compliquée, la guerre, etc., ça peut paraître étonnant d'attaquer sur un sujet qui va diviser inévitablement. Bon, déjà, c'était dans son programme, il faut quand même le dire, même si ça a été amené de manière un peu floue pendant sa campagne présidentielle. C'était d'abord la retraite à 65 ans. Ensuite, au lendemain du second tour, quand il s'est agi de s'attirer les bonnes grâces des électeurs de Mélenchon, c'est passé à 64 ans, l'âge de départ, le rythme auquel en fait on allonge la durée de cotisation et auquel on repousse l'âge de départ était négociable. Donc déjà, ça partait sur des bases légèrement floues quant aux modalités exactes de cette réforme. Ensuite, pendant tout l'été, on n'en entend plus parler, comme si c'était plus du tout à l'ordre du jour. Ah oui, je crois que c'est même pas 1 minute 30 qu'Elisabeth Borne y consacre dans son discours de politique générale. Elle n'en dit pas un mot, le président n'en dit pas un mot. Il sous-entend quand même qu'il va falloir travailler plus longtemps, mais il le dit depuis des lustres. La rentrée se fait sur un ton très concertation. Il y a ce fameux Conseil national de la refondation qui doit associer tout le monde pour prendre le temps de débattre. Alors pourquoi en reparle-t-il? Est-ce que c'est l'urgence budgétaire là, parce que Bruxelles attend des gages? Oui, je pense qu'il y a une partie de ça, c'est-à-dire que le budget qui est présenté est toujours un budget de crise, c'est-à-dire qu'il y a des dépenses qui sont faites pour renforcer les services publics essentiels, la police, la justice, l'éducation, les armées. Et puis de l'autre côté, il y a le spectre de cet hiver difficile qui se dessine. Donc le budget dépense, en partie pour des bonnes raisons, c'est-à-dire pour protéger les Français, les entreprises, mais du coup, dans tout ce budget, il manque la piste d'économie qui a été promise par Emmanuel Macron, y compris dans son programme, pour revenir vers un déficit moins élevé qu'avant. Et donc vous penchez pour la thèse budgétaire, vous? Mais complètement. Et je pense que ce serait le gage que veut envoyer Emmanuel Macron, notamment à la Commission européenne, qui 2 fois par an demande à la France de faire notamment une réforme des retraites. La seule piste qu'il a vue, c'était celle-là, et ils veulent le faire assez vite, visiblement. Yves Tréhard. Oui, il y a un effet. Alors Louis parle de l'effet budgétaire. Moi, je parlerais d'un effet psychologique aussi. Parce que si vous êtes capable de me dire quelle est la colonne vertébrale de ce quinquennat, vous êtes très fort. Moi, je pensais que c'était la fin de l'abondance. Si vous me dites, oui, mais la fin de l'abondance, ça veut rien dire, vous voyez. Oui, mais enfin, justement, surtout qu'on sait très bien qu'on vit dans une société de consommation et que la fin de l'abondance, j'ai quand même quelques doutes sur le fait que nous passions un hiver tous les deux dans le noir, par exemple, avec des mitaines et un bonnet sur le. Je vous prêterai une lampe de poche sur la tête. Donc, pour être sérieux, les retraites, c'est une réforme qui est visible. C'est une réforme qui est visible, effectivement, par Bruxelles. C'est une réforme qui est visible par la droite. C'est un gouvernement de droite que vous avez. C'est un gouvernement qui ne peut tenir à l'Assemblée et au Parlement que grâce à la droite. Donc il faut qu'il marque des points de ce point de vue et il faut qu'il finisse le travail d'achever, et d'ailleurs ils sont en train de se faire un harakiri tout seuls, les Républicains. Donc il faut que là il marque des points. Troisième chose, il faut effectivement qu'il fasse des économies. Quand on regarde le budget qu'on vient de voter, 500 milliards d'euros de dépenses, 345 milliards de recettes, ça fait depuis 1974 que la France vote un budget en déséquilibre. Nous sommes un des pays qui dépensent le plus, avec des services publics qui malheureusement aujourd'hui sont de moins en moins performants. Donc il essaye de faire passer la pilule aux Français en disant voilà, j'ai besoin d'argent et pour avoir de l'argent, je vais passer par la réforme des retraites. Alors selon Canard Enchaîné, il ne fait pas d'économie par ailleurs. Et c'est un discours d'ailleurs qui a ses limites. Pourquoi? Parce que combien ça rapporte la réforme des retraites par an? Ça rapporte grosso modo entre 10 et 15 milliards, celle qui nous propose entre 10 et 15 milliards d'euros par an. Pas mal, hein? C'est
pas mal, mais c'est pas, à mon avis, suffisant pour réparer et l'hôpital, et l'école, et la police, et la justice. Juste une info, on n'aurait pas fait la réforme Fillon de passer à 62 ans, c'est pas 11 à 12 milliards. C'était 25 milliards. De déficit, on serait là actuellement à 16-17 milliards par an. C'est, pour donner un ordre d'idée. Alors le Canard enchaîné nous dit aussi que le scénario qui tient la corde actuellement pour faire passer la mesure serait donc de passer par voie d'amendement, toujours dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif en janvier, mais ça laisserait du temps pour discuter, 2-3 mois, pour tenter de se mettre d'accord. C'est une Beyrouth, c'est ça ? Ouais, voilà. Et ça permet de faire un 49.3 aussi, parce que le 49.3 est limité sur les textes ordinaires, mais illimité sur les textes financiers, et le gouvernement a déjà préparé les esprits à un 49.3 sur le budget, parce que ça ne passera pas, pour l'instant ça ne passe pas à l'Assemblée nationale, et le fait de faire donc un nouveau budget de la Sécu rectificatif en début d'année prochaine, c'est un artifice, c'est un véhicule qui permet d'utiliser à nouveau le 49.3. Et en fait, ça risque d'être comme ça pendant toute la mandature. Oui, mais on sait que les prévisions économiques sont tellement floues actuellement que de toute façon, il y aura des budgets rectificatifs. Mais j'ai toujours pas ma réponse, parce que j'entends ce que vous me dites l'un et l'autre. Oui, le choc psychologique, le symbole, le symbole d'autorité, de volonté, d'Yves. J'entends aussi ce que vous me dites. Aussi la dimension budgétaire, mais au prix quand même de la paix sociale. C'est-à-dire que la France n'est pas un pays particulièrement tranquille depuis plusieurs années. Quel hiver on nous promet ? Mais s'il fait rien, il a le désordre quand même. Ouais. Vous savez, c'est Churchill, c'est pareil. C'est-à-dire que si il agit, il aura probablement, et c'est sûr, il aura un mur de contestation important. Il ne faut pas oublier quand la dernière réforme 2010, enfin la réforme de taille en 2010, la réforme Fillon, il y a eu 1 mois, à 2 mois de contestation avec des manifestations à 1 million. Moi, je me souviens de personnes dans les rues. C'était chaud. Alors que la réforme Touraine 2014. Oui, mais la réforme Touraine, c'est pas la même réforme. Ça, on pourrait en parler parce que c'est celle qui reporte, c'est 43 ans de cotisation. Elle allonge la durée de cotisation, alors que la réforme Fillon, c'était de reporter l'âge légal de départ à la retraite. Et donc, c'est quand même, de toute manière, vous avez le désordre. Simplement, ce qui change par rapport à l'époque Fillon, vous aviez une opposition qui était l'opposition du Parti socialiste organisée. Vous aviez des syndicats qui étaient encore à peu près représentatifs, même si c'était déjà moins le cas. Là, vous avez, et c'est ça le problème, que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, vous avez une espèce de climat de désordre où vous n'avez pas une opposition, mais des oppositions. Vous n'avez pas de syndicats parce que les syndicats sont dépassés. Et vous avez une espèce de reliquat de gilets jaunes dans le fond de l'air qui est incontrôlable. Il y a un climat qui est délétère. On verra combien il y aura de personnes dans la rue, semble-t-il, d'après les renseignements territoriaux. Il n'y aura personne. Il n'y aura pas grand monde. Bon. Je voudrais aussi qu'on aborde rapidement ce sujet aussi, c'est cette note du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, intitulée un peu long, révélée par l'Express. Note qui signale une mobilisation sur les réseaux sociaux visant à remettre en cause à l'école la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux ostensibles à l'école. Autrement dit, vous avez de plus en plus de jeunes, de lycéens notamment, qui arrivent avec des vêtements religieux, camis, abaya, etc., qui jouent un peu avec le règlement, qui tentent d'imposer la prière dans la cour, qui font pression aussi sur, avec ce chantage à la photo aux jeunes femmes musulmanes qui se dévoilent à l'intérieur des établissements. Tout ça est quand même préoccupant, lui, aux haltères. Oui, bien sûr. Alors, il faut bien voir l'aspect organisé de l'offensive, qui date d'ailleurs du printemps dernier. C'est pas uniquement en cette rentrée, même s'il y a un regain. Marianne en parle fréquemment. Et on en a beaucoup parlé parce que, déjà, il y a une interrogation, c'est que va faire le ministère de l'Éducation nationale, que va faire Pape Ndiaye pour répondre à des interrogations d'enseignants qui se retrouvent quand même démunis. Pourquoi ? Parce que la loi interdisant le port de signes religieux ostensibles, elle est claire pour le voile, par exemple. Il est évident que le voile est interdit à l'entrée de l'établissement. C'est une loi qui est plutôt appliquée d'ailleurs depuis 2004. Mais là, ce qu'ont trouvé les frérots salafistes qui animent cette offensive sur les réseaux sociaux, c'est le contournement de cette loi. Et c'est mettre l'éducation nationale au défi en adoptant d'autres vêtements, d'autres postures, d'autres attitudes qui ne sont pas prévues dans le texte de loi. Parce que la loi, par essence, ne peut pas tout prévoir, y compris les évolutions et puis les tentatives de contournement. Donc ce qui est très compliqué là pour l'éducation nationale, c'est de trouver la réponse adéquate à ce type qui est. Je donne un exemple, c'est par exemple une jeune fille qui arrive avec une abaya, mais elle met une ceinture mode achetée dans une enseigne de fast fashion,
Et ça passe. C'est-à-dire que c'est difficile de prouver que c'est un vêtement religieux. Alors que, quand même. Et sur TikTok, le réseau social prisé par les adolescents, vous avez même des tutoriels qui vous expliquent quelle tenue porter pour qu'on vous laisse passer à l'entrée de l'établissement ou pour que l'enseignant ou le conseiller principal d'éducation se retrouve démuni face à votre tenue, qui relève à la fois du rigorisme religieux et de la provocation adolescente. Et à quand des séances de prière à la récré à 10h, quoi. C'est ça, en fait, le spectre. Il y a deux choses. C'est une technique qui s'appelle la taquilla, c'est-à-dire que, comme Louis l'a très bien dit, on contourne la loi et on fait de l'entrisme avec ce dont on dispose, et on s'installe comme ça, de façon subreptice, avec des gens qui ne sont pas toujours en face de vous très au fait des choses et qui ne reconnaissent peut-être pas ces vêtements ou c'est bien maquillé tout ça, disons. Et la deuxième chose, c'est qu'on ose espérer que l'éducation nationale réagisse vite. Ouais. Parce que moi j'ai en mémoire évidemment l'affaire du voile, Creil 1989, et on a mis quelques 15 ans avant de prendre une décision qui était sage, d'interdiction du voile dans les établissements scolaires. C'est la décision de 2004. De 2004, et ça a mis 15 ans. Voilà. Et parce 18 que ans plus tard, surtout ne pas heurter les consciences, surtout ne pas... Non, il faut tout de suite mettre les choses au point. Alors je sais que c'est difficile, mais plus on tarde, et plus on se fait marcher dessus. Mot de la fin, Louis Osalter. Oui, tout à fait. Je souscris à la dernière partie de ce propos, c'est-à-dire que l'affaire de Creil, c'est flagrant d'ailleurs. Toute la gauche s'était divisée sur le fait entre la défense de la laïcité et la défense de la liberté individuelle. Et là, ce qu'on voit en fait, c'est la conjonction d'une offensive islamiste, mais aussi d'une conception anglo-saxonne de la société qui imprègne énormément la jeunesse, on le voit, et qui consiste à dire, mais après tout, je m'habille comme je veux, et c'est la liberté individuelle. Ça n'imprègne pas seulement la jeunesse musulmane, c'est vraiment, quand on regarde les sondages, c'est une conception qui imprègne la jeunesse tout entière. Et c'est pour ça que le défi ne fait que commencer, et que cet état d'esprit baignant les générations qui sont actuellement à l'école et au collège, on n'a pas fini d'en parler. Voilà. La solution réside-t-elle dans le retour à l'uniforme? Encore un débat qui reviendra. Autre débat. C'est un éternel recommencement tout ça. Merci messieurs. Louis Osalter de Marianne, Yves Tréhard du Figaro. Bonne journée. Merci, bonne journée. Allez,